Donc, je m'appelle Nicolas Pouvreau, comme indiqué. Je travaille au Chaume et je vais vous parler donc de la mesure de l'observation au niveau de la mer. Pourquoi on fait cette observation, comment on réalise ces mesures et on fera un petit flashback parce que ici à Brest, on est l'un des sites, un des ports où on fait des observations depuis le plus longtemps, depuis l'époque de Louis XIV. Donc on va aller un petit peu se balader dans le passé dans la dernière partie. Donc là vous voyez, pour ceux qui ne sont pas de Brest, c'est une partie de la base navale de Brest avec le pont de recouvrance, plateau des Capucins peut-être que vous avez visité. Et puis ici vous avez un petit bâtiment, et bien c'est là que l'on fait les observations du niveau de la mer. Donc voilà le plan avec un petit rappel pour ce qu'est le Chaume. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est cet établissement public, pourquoi et comment mesurer le niveau de la mer, les réseaux de marée graphique et diffusion de mesures à travers la coordination REFMAR, pourquoi s'intéresser aux longues séries de mesures du niveau de la mer, et puis un dernier point sur Brest et l'observation du niveau marin. Alors comme je vous l'indiquais, moi je travaille au Chaume. Et donc en élargissant un petit peu sur cet établissement, bon voilà des choses que vous avez certainement déjà vues en long, en travers au cours des 2 jours précédents. L'océan, c'est un espace aux multiples enjeux, avec une source d'activité très importante, avec des ressources vitales, un espace de communication et d'échange, et puis un environnement changeant et fragile. Vous avez tous les éléments ici, puis vous voyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie avec quand on observe le niveau de la mer, eh bien, ça nous permet aussi d'estimer comment ce niveau de la mer augmente. On le verra par la suite. Mais les océans, voilà, il y a une maîtrise et stratégique. Donc là, c'est la fameuse citation de Sir Walter Raleigh qui dit: celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par conséquent le monde lui-même. Et pour pouvoir aboutir à tout cela et pouvoir avoir une maîtrise des océans, eh bien, il faut avoir de nombreuses bases de données, de nombreuses informations sur ces informations, dont le Chaume. Donc, on existe depuis 1720. On est le plus ancien service hydrographique créé au monde. Donc, ça nous ramène au tout début du règne de Louis XV. Et on a évolué au fil du temps. On a toujours été sous tutelle, ministère, enfin secrétaire d'État de la Marine, et puis aujourd'hui ministère des Armées. Et donc avec une évolution. Alors je vous ai mis que quelques logos, mais on en a vraiment énormément. Pour montrer un petit peu la richesse de nos aïeux, eh bien, on a l'un des plus illustres, Beautemps-Beaupré, qui a été nommé le père de l'hydrographie moderne par les Anglais eux-mêmes, donc on peut leur faire confiance. Et puis quelques illustres personnages, tous ont fait Polytechnique, tous ont été des experts et des référents, et ont fait vraiment avancer la science hydrographique, dont celui-ci, là, Chazalon, on le verra un petit peu plus tard, qui lui s'est intéressé à l'étude des marées à partir des années 1820-1830. Donc voilà, le Chaume, on a un service hydrographique national, on est l'opérateur pour l'information géographique maritime et littorale de référence. Et la mission du Chaume, c'est de connaître et décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales, et d'en prévoir l'évolution et d'assurer la diffusion des informations correspondantes. C'est vraiment un élément très important, cette diffusion des informations. Alors, comme on travaille pour le ministère des Armées, bien naturellement, on ne diffuse pas tout ce qu'on peut récupérer. Il y a certaines choses qu'on va mettre un petit peu de côté. Mais pour tout ce qui est observation marégraphique, vous verrez par la suite que on diffuse quasi toutes les observations que l'on peut réaliser. Donc, le périmètre du territoire où on exerce ces activités, donc c'est 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime français, et puis 60 millions de kilomètres carrés d'intérêt stratégique pour la France, toutes les zones où il peut y avoir un intérêt pour la défense ou pour toute autre chose. Oui.
Alors, historiquement, c'était le service hydrographique et océanographique de la marine, mais aujourd'hui, le CHOM, c'est le service hydrographique national. Oui. Ah, il faudrait des micros par contre. Je m'excuse de vous interrompre. Ça fait 2 fois qu'on voit le nombre de 11 millions de kilomètres carrés. Et là, on voit en plus 60 millions de kilomètres carrés. Par rapport à la surface du globe, ça représente combien? Alors, le globe complet, j'en sais rien, c'est une bonne colle. Donc voilà, c'est à peu près 10%. Après, c'est vraiment comment on va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les zones littorales. Donc, pourquoi on élargit, nous, la focale entre 11 millions de kilomètres carrés, bah, qui est en gros les zones sous juridiction nationale, et 60 millions parce qu'il peut arriver que l'on envoie que l'on soit obligé de déployer des forces, et ces forces vont pas forcément être déployées au large de l'île de Ré. Si des fois, des Charentais avaient des velléités quelconques. Je ne sais pas s'il y a des Charentais ici, j'en suis. Donc une mission, 3 finalités: sécurité de la navigation, soutien à la défense et soutien à l'action de l'État en mer et sur le littoral. Donc l'expertise du CHOM au service du plus grand nombre, j'espère que vous voyez bien aussi de votre côté. Et donc les domaines d'expertise, bien ils sont tous là, enfin certains. Donc depuis la bathymétrie, la sédimentologie, l'hydrodynamique côtière, l'océanographie, l'ingénierie acoustique des données, l'information géographique côtière et puis la marégraphie, l'observation au niveau de la mer. Donc après cette petite phase introductive sur ce qu'est le CHOM, on va s'intéresser sur les raisons pourquoi on mesure le niveau de la mer. Et bien là, vous avez quelques mots-clés qui commencent à apparaître et qui vont nous intéresser au fil des minutes qui vont arriver. Là, on est un observatoire aussi breton. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent. C'est l'observatoire qui se trouve au port du Conquet. Si vous devez prolonger votre séjour à Brest, profitez-en parce qu'on a un temps remarquable. Allez voir ce port de pêche là, c'est vraiment un endroit ressourçant. Et donc vous avez ici dans ce caisson eh bien, un instrument qui mesure le niveau de la mer. Donc c'était lors d'une phase de contrôle de l'instrument avec des élèves de l'ENSTA. Donc pourquoi on mesure le niveau de la mer? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le CHOM est le plus ancien service hydrographique existant au monde, qui a été créé en 1720. Eh bien, si on observe le niveau de la mer, c'est pour des besoins d'hydrographie. Ici, vous avez une carte marine, c'est l'un des éléments historiques qui a été porté par le CHOM. Eh bien, vous avez, comme l'IGN gère les altitudes sur le territoire, eh bien, le CHOM s'occupe de profondeur, et donc ce qu'on appelle la bathymétrie. Mais lorsque vous faites des relevés de profondeur, eh bien, c'est avec un petit bateau, ou un gros bateau, un porteur, et puis à partir du moment où il fait sa mesure, eh bien, il faut corriger les effets de la marée pour avoir des cartes homogènes, parce que sinon vous auriez des choses qui ne seraient pas très cohérentes. Et donc à l'époque de beau temps beau près, il y avait des personnes qui faisaient les mesures en mer pendant que des gens étaient sur terre en train de mesurer la marée en continu à l'aide d'échelles de marée. Donc besoin pour la bathymétrie, et puis également le CHOM est le service officiel qui calcule les prédictions de marée. Et pour calculer les prédictions de marée, eh bien, il faut disposer d'observations au niveau de la mer. Les prédictions de marée, là on voit un petit peu, il fait un peu plus jour, là je regardais ça tout à l'heure avant qu'on débute. Vous avez la rade de Brest, et puis vous avez les jetées qui servent de protection au port. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le réflexe de regarder le coefficient de marée. Là aujourd'hui, on est à coefficient 109. Coefficient 109, voilà, c'est coefficient de marée, donc c'est aussi une invention française. C'est Laplace qui a imaginé cet élément qui permet de simplifier un petit peu, d'avoir une estimation de l'amplitude de la marée.
Et c'est une grandeur qui varie sans unité entre 20 et 120. Et là, on est à 109. Et la pleine mer, le moment maximum de la hauteur d'eau était à 6h59. Donc ça fait déjà plus d'une heure que la mer a baissé. Et lorsqu'on a un grand coefficient de marée, bien la mer va monter plus haut et elle descendra plus bas. Et bien là, vous pouvez avoir une petite estimation du niveau de la mer qui est assez haut. D'imaginer que la mer était encore plus haute il y a une heure. Et comme ça, avec les différentes couches, d'imaginer aussi ce que je pourrais vous dire dans quelques minutes sur le niveau de la mer qui a augmenté à Brest depuis les 300 dernières années. Voilà, vous allez pouvoir regarder, voilà, ça continue à descendre. Donc c'est pour ça que je voulais attirer votre attention maintenant, où on est à un niveau plus haut que dans les minutes à venir. Observer le niveau de la mer, ça permet également de définir les références de hauteur pour l'hydrographie. Je vous ai parlé donc des points de sonde. Ces points de sonde, elles ont une référence, c'est le 0 des cartes marines ou 0 des sondes ou 0 hydrographique. La mer, elle va varier suivant les marées. Et puis par moment, comme c'est le cas actuellement avec l'équinoxe d'automne, eh bien on va avoir des marées qui vont être plus importantes. Et ce flux et reflux de la mer, à un moment donné, on va descendre sur un niveau un peu plus bas. Et dans les recommandations internationales, le zéro hydrographique doit être déterminé proche du niveau des plus basses mers astronomiques. Plus basse mer atteinte à un coefficient de marée théorique de 120. Donc après, on détermine différents niveaux, le niveau moyen, le niveau des plus basses mers. Et c'est à partir des observations que l'on arrive à déterminer ces différents éléments, avec les points de sonde, donc les points bathymétriques exprimés positivement, et puis les prédictions de marée également exprimées positivement. Ce qui permet comme ça à un marin, quand il a une carte de navigation, aujourd'hui c'est des outils numériques, et même actuellement il y a des normes qui sont en train d'être mises en place par l'OHI, l'Organisation hydrographique internationale, d'avoir des cartes en direct avec la hauteur d'eau en temps réel. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on a des équipes du département marée du Chaume qui travaillent. Observer le niveau de la mer, donc pour les éléments hydrographiques, je suis obligé d'aller vite. Il y a un regain d'intérêt pour les observations marégraphiques, c'est pour tous les systèmes opérationnels, tous les systèmes de vigilance. Donc le premier, c'est le système de vigilance au tsunami. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ce qui se passe dans le Pacifique, on a l'habitude malheureusement avec les événements dramatiques qui ont eu lieu dans l'océan Indien au large de Sumatra au Noël 2004. Eh bien, l'océan Atlantique, alors là c'est des effets de tectonique des plaques, on n'est pas totalement à l'abri. C'est une simulation qui avait été proposée par le CEA lors des fêtes maritimes en 2012. D'un tremblement de terre qui a eu lieu au large de Lisbonne. Il y a une petite zone de subduction qui se trouve par là. Et ils ont modélisé cet événement-là. Et donc, il existe des systèmes d'alerte au tsunami dans les différents bassins. Il y en a un qui existe aujourd'hui dans la Méditerranée et l'Atlantique Nord. C'est le CNALT, donc opéré par le CEA, avec le CNRS partenaire pour tout ce qui est sismomètre, et puis le CHAUME partenaire pour la mise à disposition des marégraphes que l'on opère sur le littoral, et avec la transmission en temps réel. Parce que là, ce qui est important jusqu'à présent en hydrographie, on n'avait pas besoin forcément des données en temps réel, mais là il a fallu, avec les besoins opérationnels, monter en gamme et déployer en temps réel les observations. Donc les systèmes d'alerte au tsunami, systèmes d'alerte aussi à la vigilance vague submersion. Donc là, ici c'est le marégraphe du Conquet que vous avez vu tout à l'heure avec les étudiants, parfois ça peut être un peu plus agité. Et donc ce système vigilance vague submersion qui est opéré par Météo France, mais le CHAUME est partenaire, on met également à disposition nos marégraphes. Et ça permet de vérifier les modèles qui ont été développés par le CHAUME, voir si les prévisions correspondent bien à la réalité avec les mesures in situ, et puis après à Météo France de mettre des petites couleurs qui vont bien, et au service de l'État de se mettre en alerte suivant la couleur affectée.
Un autre élément sur les raisons pour lesquelles on observe le niveau de la mer, c'est sur les longues séries de mesures de hauteur d'eau. Alors on le verra plus longuement après. Là, c'est la série marégraphique de Saint-Malo. Comme je vous le disais, on est le plus ancien, le plus vieux service hydrographique au monde. On a des observations au format numérique aujourd'hui, mais par le passé, on avait d'autres techniques de mesure. Ces documents, ils sont en format papier. Il y a des travaux qui est réalisé de recherche de ces documents, d'analyse, de numérisation. Mais ça permet comme ça de retrouver certains éléments des tempêtes passées. Et alors là, c'était vraiment à titre d'illustration, mais là, vous avez la tempête Xynthia. Alors sur le graphique qui se trouve en haut, vous avez sur la courbe rouge les prédictions de marée. Donc prédiction de marée, c'est vraiment la marée astronomique, donc vraiment les éléments liés à la Lune et au Soleil. Et puis en vert, les observations qui ont été mesurées donc à La Rochelle. Et puis on voit ici qu'on a un décrochage important entre la courbe de prédiction en rouge et puis la courbe d'observation en vert. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les surcotes-décotes, c'est la différence entre l'observation et la prédiction. Et puis là, on voit donc une surcote supérieure à 1,50 m. Et ce qui explique le côté dramatique du littoral charentais et vendéen. Là, vous avez une représentation, enfin une photo avec le pont de l'île de Ré, avec ce bateau qui se retrouve dans une position peu habituelle. Et la tempête Xynthia, voilà, ça a vraiment été un catalyseur parce que, vous l'avez entendu, on était à un coefficient de marée supérieur à 100, donc une grande marée, et le maximum de la tempête a été concomitant au moment de la pleine mer. Ce maximum d'1,50 m serait passé 2 heures après ou 2 heures avant, il n'y aurait pas eu de souci. Pour la tempête Ciarán qui a frappé le littoral brestois et puis une partie de la France il y a 2 ans, on n'a pas entendu parler de submersion marine parce que c'était passé à marée basse et que c'était un petit coefficient de marée, quoi. Et donc on était dans la gamme où la mer va habituellement. Ce qui m'amène dans cette troisième partie, c'est comment mesurer le niveau de la mer. Donc toujours sur le port du Conquet avec nos étudiants de l'ENSTA. Vous voyez donc le caisson où il y a un instrument numérique et puis à côté vous avez un instrument qui a servi de base dans les mesures, c'est l'échelle de marée. Alors là, comme ça, c'est peut-être pas forcément facile, hein. Donc l'échelle de marée, on a une graduation tous les 10 cm. Là, la mer était bien formée à l'intérieur du port qui est quand même un petit peu abrité. Donc le principe, on a cette échelle de marée où on n'a pas des graduations tous les centimètres parce que c'est inutile. On a des graduations tous les 10 cm avec des couleurs qui diffèrent de 0 à 50 en rouge et puis de 50 à 99 en rouge. Alors ces instruments de mesure, ils existent comme ça depuis la fin du 19e siècle. Les mesures que l'on verra tout à l'heure avec Brest, eh bien, on avait des échelles, on n'était pas du tout en système métrique à l'époque de Louis XIV, et on avait des systèmes qui étaient différents, mais mardi, on a fait l'opération de contrôle avec une autre promotion d'élèves de l'ENSTA, et les mesures étaient meilleures sur l'échelle de marée que sur d'autres instruments, quoi. Après, est-ce que c'est un coup de bol ou pas? Mais la mer était très calme. Donc voilà, c'est des séquences de plusieurs mesures. Mais voilà, l'instrument historique, c'est l'échelle de marée. Et c'est aussi le seul instrument encore aujourd'hui qui permet d'avoir une lecture immédiate du niveau de la mer, sans instrument ou sans éléments différents. Après, comme technologie, vous avez eu ce qu'on appelle un marégraphe mécanique, un marégraphe à flotteur, dont le dernier a été désarmé en 2010. Donc c'est une technologie qui a fonctionné du milieu du 19e à sa création jusqu'à début du 21e siècle. Le principe était le principe est simple, hein. On a un flotteur donc, qui est à l'intérieur d'un puits de tranquillisation, qui est en communication avec la mer. Le flotteur va monter et descendre, va suivre la marée. Vous avez un système de poulies et crémaillères qui va faire bouger en fonction que le flotteur monter la crémaillère, baisser avec un stylo. On a un autre appareil, un autre mécanisme avec un tambour qui a une horloge qui fait tourner donc ce tambour, une feuille de papier, on a un stylet et ça va tracer les courbes de marée.
Et la chance avec la marée, c'est qu'on a deux pleines mers et deux basses mers qui ne se superposent pas. La marée, on est sous dominante lunaire, donc c'est 24 h 50 minutes. Et donc on a un décalage de chaque courbe, ce qui fait qu'on a quelque chose de totalement lisible. Si on était sur 24 heures, ça serait un peu plus compliqué. Et donc cette technologie-là, elle a fonctionné pendant plus de 150 ans. Nous, au Chaume, on a énormément de documents de ce type-là, ou dans les archives à travers la France. Donc on fait un gros travail d'inventaire, de savoir ce qui existe, pour pouvoir mener ces travaux de reconstruction. Et puis un autre type d'instrument, c'est un capteur de pression. Donc c'est des instruments qu'on met au fond, là plus pour des mesures ponctuelles. Mais voilà, je trouvais la photo sympa, donc je voulais vous la partager. Donc ça, c'est une technologie qu'on utilise toujours, mais plus dans le cadre de missions ponctuelles, pas sur des observateurs permanents. Ce type d'instrument, voilà, c'était vraiment sur du long terme. C'était des bâtiments construits en dur, comme celui de Brest, où ça fonctionnait de cette manière-là, avec un observateur des marées qui était associé à l'appareil. Donc ces technologies, voilà, elles ont montré leur bon fonctionnement, mais d'associer une personne rattachée à chaque observatoire, c'était un peu luxueux au bout d'un moment. Et donc on est passé aux instruments numériques qui ont aussi l'autre avantage de diffuser en temps réel leurs observations. Donc là, c'est à Saint-Quay-Portrieux, vous avez un capteur radar, cette fois-ci qui n'est plus qui ne mesure plus à l'intérieur d'un puits de tranquillisation, où tous ces systèmes de maçonnerie, il y a un besoin d'entretien relativement important. On a une potence, le capteur qui mesure directement, et puis un mât avec le système de transmission, donc transmission à Internet et puis transmission satellite. C'est une nécessité d'avoir un double système de transmission pour les systèmes opérationnels, les systèmes de vigilance Météo France et puis le CEA. Et donc là, le principe, rapidement, c'est des ondes radar qui sont émises, qui arrivent à la surface de l'eau, qui sont réfléchies. Donc c'est plusieurs centaines de mesures par seconde. Et ce temps d'aller-retour, ce tirant d'air, comme on connaît l'altitude du repère du capteur par rapport au zéro hydrographique, on a besoin de faire une simple soustraction entre cette valeur-là sur le zéro hydrographique et le tirant d'air. Et ça nous permet d'avoir une hauteur d'eau par rapport au zéro hydrographique. Donc, on a vu l'intérêt, alors c'est quelques intérêts parce que les applications et pourquoi on mesure la marée, les observations marégraphiques, elles sont vraiment très très nombreuses. J'ai fait un rapide raccourci. On a vu les grandes familles, les grandes techniques de mesure. Et puis, je vais commencer un petit peu à vous parler de la diffusion des données et la volonté du gouvernement à un moment donné, c'était de dire, mais on voit qu'il y a tout un tas d'organismes qui font des mesures au niveau de la mer, ça serait peut-être bien de coordonner tout ça pour qu'on puisse retrouver sur un portail unique les observations, afin qu'elles puissent être mises à disposition du plus grand nombre et qu'elles puissent servir au plus grand nombre d'usages. Nous, le Chaume, on fait des mesures pour l'hydrographie, on a élargi à soutenir les partenaires pour les systèmes d'alerte. On a aussi d'autres applications, mais il y a des choses qu'on n'a pas vraiment d'intérêt en premier abord. D'autres qui vont faire des mesures pour, par exemple, pour des besoins en biologie ou je ne sais quoi. Ils les utilisent pour ça, mais ça peut servir au plus grand nombre. C'est autant ne pas mettre plusieurs capteurs au même endroit, mais un seul qui soit bien géré, bien entretenu, dont les mesures sont bien maîtrisées et qu'on puisse mettre à disposition du plus grand nombre. Donc c'est la raison d'être de REFMAR qui coordonne tous ces réseaux de marégraphes français, donc qui existent depuis 2010. Et dans ce réseau, ces réseaux de référence REFMAR, on retrouve le premier, RONIM, donc qui est le réseau de marégraphes géré par le Chaume, donc un réseau de 50 marégraphes déployés donc au niveau de l'Hexagone avec la Corse et puis d'autres territoires d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, Guadeloupe, on a aussi la Guyane, la Réunion, Nouméa, et on a la Réunion, je l'ai dit je crois, et Mayotte. Donc 50 marégraphes en tout. Donc l'équipe qui gère ce réseau, elle est basée à Brest.
on a des partenariats pour chaque site et chaque observatoire. Et donc pour des éléments assez simples, bah, le partenaire intervient. Puis quand les choses sont un petit peu plus compliquées, eh bien là, c'est les équipes du chaume qui partent en déplacement, voir ce qui se passe. Donc une petite remarque, vous voyez le réseau donc avec des observatoires relativement homogènes sur le littoral mer du Nord, Manche, Atlantique. Et puis vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'observatoires au niveau de la Méditerranée. En Méditerranée, il y a une petite marée quand même. Même si nous ici on appelle la Méditerranée affectueusement la baignoire. Mais on a densifié très fortement le réseau avec la mise en place du système d'alerte au tsunami, parce que l'un des éléments important, c'est la sismicité en Méditerranée, avec la plaque africaine qui rentre dans la plaque eurasienne, et avec des zones au large des côtes du Maghreb, c'est là que ça génère des tremblements de terre et qui peuvent avoir des vagues tsunamigènes. Et donc le réseau a été densifié pour justement aider au mieux la vigilance et l'alerte pour cela. Donc le réseau RONIM géré par le CHUM 50 marégraphes, et puis ensuite la coordination nationale là, qui gère tous les réseaux marégraphiques, donc dont celui du CHUM, et puis également de 25 autres partenaires environ. Alors on a encore signé une convention cette semaine, il y en a encore une autre qui va pas tarder d'arriver, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à suivre les chiffres là. Et donc je m'occupe de la coordination nationale d'observation au niveau de la mer. Et donc là on passe de 50 marégraphes à plus de 170 marégraphes en tout. Donc les autres partenaires, c'est 120 marégraphes. Les chiffres augmentent. On voit que ceux qui font des mesures, c'est les services de l'État, les collectivités territoriales, des organismes de recherche. Et aujourd'hui, avec les nouvelles compétences qui ont été mises, qui ont été proposées aux collectivités, comme la compétence GEMAPI, eh bien, des collectivités ont besoin d'observations locales dans leur zone, et demandent à ce qu'on puisse les soutenir et apporter tout notre soutien technique sur le déploiement de nouveaux capteurs. C'est le cas. On a aidé et soutenu la collectivité, c'est Golfe Morbihan Vannes Agglomération, donc avec la pose de 2 capteurs où ils auront pas mal communiqué. Là, dans les tout prochains jours, deux instruments vont être installés en Corse, à Bastia et Saint-Florent. Et puis il y a d'autres sites où il y a des échanges en cours, la Guyane, des études aussi sur la faisabilité dans des endroits prestigieux comme la baie du Mont-Saint-Michel. Mais comme chacun sait, la baie du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas forcément de marée tout le temps. Donc on essaye d'établir les endroits qui seraient les plus propices pour instrumenter dans ces zones-là, et n'avoir qu'une partie du signal de marée. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un véritable intérêt et regain sur cette mesure, sur cette observation. Donc là, vous avez des mesures. Alors ça, c'est quel site? C'est le site de Brest, là, avec la tempête Ciaran, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on était sur une marée qui était relativement petite. Alors toujours pareil, hein. Vous avez sur la courbe du haut, enfin sur le graphique du haut, pardon, en rouge, les prédictions de marée. En bleu, les observations de marée, donc avec au-delà des éléments purement astronomiques, et bien là vous avez les effets météorologiques. Et puis en bas, vous avez la surcote observée, la surcote modélisée. Donc juste pour vous montrer que les modèles du CHUM, ils sont quand même pas si mal que ça. Et là, donc on était sur un tout petit coefficient de marée. On voit que le marnage n'était pas forcément très important. Et puis voilà, le maximum de la tempête a lieu à marée basse. Donc il n'y a pas eu d'impact, de débordement ou de submersion sur les quais ou autres. Cinquième partie, pourquoi s'intéresser aux longues séries de mesures au niveau de la mer? Et bien là, on change d'éléments. On mesure toujours au niveau de la mer, et cette fois-ci, on va plus s'intéresser à ce qui se passe en haute fréquence. Mais on va voir plutôt ce qui se passe en basse fréquence. Donc là, vous avez tout un tas de mots-clés également.
C'est l'un des indicateurs de tous les programmes de recherche qui s'intéressent au changement climatique. Donc dans les rapports de l'IPCC, on a cet indicateur-là qui est marqué, et puis ça permet de répondre à toutes ces questions-là. Le niveau de la mer monte-t-il? Bon, là on a quand même des éléments de réponse. Depuis quand, de combien? Augmente-t-il régulièrement, de manière constante? Et puis sous-jacent à ça, il y a d'autres questions qui apparaissent. Y a-t-il plus de tempêtes aujourd'hui? Et est-ce que la marée varie? Ça, c'est aussi une autre question qu'on se pose. Et pour répondre à cela, il faut disposer de longues séries de mesures. Alors là, un graphique qui montre que pour étudier ce genre de choses, il faut disposer de longues séries de mesures. Vous avez certaines personnes où vous pouvez entendre dans les médias des gens qui parlent d'un observatoire qui existe depuis quelques années et qui font des tendances du niveau de la mer. En fait, il faut disposer d'au moins 40 à 60 ans de mesures pour pouvoir tirer une tendance. Avant, ça ne sert à rien, il suffit de voir ici ce graphique-là. Ici, alors, c'est la série de Brest avec des calculs de tendance de niveau moyen par bloc de temps. Alors le graphique est un peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est simple. Ici, vous avez la moyenne. On va prendre entre 0 ou 20 ans d'observation. Donc depuis les mesures qu'on a effectuées, on retourne en arrière et puis on va calculer la moyenne sur entre 2015 et 2005, puis remonter. Et puis la couleur, de toute manière, correspond aux différents graphiques. Donc on voit, quand on a des séries très courtes, on va avoir une tendance qui va s'écarter des tendances sur le long terme. On voit une dispersion assez importante, et plus on a des années d'observation, plus ça se stabilise, cette tendance linéaire. Et donc voilà, les différents, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il faut disposer d'observations d'au moins 40 à 60 ans de mesure pour pouvoir commencer à calculer de manière sérieuse un calcul de niveau moyen de la mer. Donc premier élément sur comment augmente le niveau de la mer. Deuxième élément sur les tempêtes et surcotes et niveaux extrêmes. Ici donc vous avez une étude statistique qui a été faite à La Rochelle, avec l'épisode que vous voyez qui ressort très nettement, c'est l'épisode Cynthia avec une surcote, donc la différence entre l'observation et la prédiction, qui sort vraiment des autres mesures. Également donc dans les éléments statistiques, on voit que ça devient un hors-sein, vraiment quelque chose qui ressort. Et puis il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Tempête et Submersion historique. Donc il y a tout un tas d'organismes, il y a la SNR, il y a le Bergem, il y a le CEREMA, il y a le Chaume, il y a Météo France, enfin bref, tout un tas d'organismes. On va chercher dans les archives et on va essayer de quantifier à partir de rapports ou d'autres éléments. Alors on a des historiens aussi qui sont là et qui permettent comme ça de classer et de dire ce rapport-là, il a considéré un niveau important. Là au contraire, ce texte-là, il est à considérer de manière moindre. Ça nous permet de pondérer comme ça les différents éléments. Et ça nous a permis surtout de rajouter un certain nombre d'événements passés qui sont indiqués ici. Et finalement, ça permet comme ça de revoir nos analyses stats et de voir que Xynthia n'est plus forcément un hors-sein. Là, vous voyez la tempête de 99, elle n'est pas mentionnée ici parce que les appareils se sont arrêtés de mesurer. Ils ont pris les vagues et donc ils ont stoppé. Donc on n'avait pas de mesure. Par contre, dans les rapports, il y avait des choses. Des personnes ont dit la mer est montée à tel endroit, donc on a pu comme ça retourner sur place, retrouver les bâtiments en question où il y avait des indications de hauteur, et puis de faire du nivellement et de déterminer des hauteurs. Donc c'est un travail un petit peu de bénédictin, mais ça permet comme ça d'améliorer et d'ajuster un petit peu nos lois statistiques. Et juste pour information, voilà, il y a un produit qui est un ouvrage qui est coproduit par le Chaume et le CEREMA et qui est actualisé tous les 5-10 ans sur l'estimation des valeurs extrêmes du niveau d'eau et qui prend en compte tous ces éléments-là, quoi. Ça, c'est un élément qui est utilisé vraiment par les bureaux d'études, par tout ce qui est ingénierie pour les constructions d'ouvrages d'art, parce que ça permet de déterminer comme ça le niveau d'eau à, je vais dire n'importe quoi, à 9 mètres à Brest, une période de retour sur 1 sur 10 ans, de 10 mètres, alors c'est jamais arrivé, mais une période de retour d'1 sur 100 ans, etc. Et
Et donc l'intérêt de ces longues séries, c'est qu'en plus en France, comme je vous le disais en préambule, on a la chance d'avoir un patrimoine incroyable et de disposer de plusieurs, de nombreux ouvrages de registres, de mesures de hauteur d'eau, ici registre ou marégramme, qui ont été observés au cours du IIe siècle ou même avant avec les lectures à l'échelle de marée. Et il y a un inventaire que j'avais réalisé il y a bien longtemps au cours de ma thèse, qui a servi d'élément pour la suite avec de nombreux travaux qui se sont succédés. Hop. Donc moi, ma thèse, elle a porté sur l'observation de niveau marin. Comme je vous dis, je suis charentais, donc j'ai fait ma thèse à La Rochelle, sur Brest, tout est logique. Donc l'observatoire, il est toujours là. Et aujourd'hui, voilà, c'est un travail que je valorise avec l'UBO et le Centre soviète d'histoire des sciences et techniques. Donc cette histoire de Brest et de niveau marin, c'est une histoire vraiment entre science et histoire. Moi, je suis géophysicien, mais ma thèse, c'était 3/4 d'histoire, quoi. Il a fallu que je m'approprie un petit peu toute cette science-là, cette connaissance-là. Mon directeur de thèse, Guy Boppelman, me dit je te donne ce sujet. Je vois que tu aimes bien l'histoire. Il existe des données passées à Brest. Il faut les retrouver, les valoriser et puis les faire parler. Tu as 3 ans, top chrono, c'est parti. Bon, j'ai mis un peu plus de 3 ans, j'ai compris pourquoi les historiens ils faisaient leur thèse en plus de 3 ans. Et donc je me suis baladé un petit peu partout dans les centres d'archives en France, un peu à la manière d'un Sherlock Holmes qui cherche ces informations, ces mesures, où est-ce que potentiellement on pourrait retrouver des observations. Et les premiers, c'est tout ce qui est communication scientifique, livres scientifiques. Et puis là, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, il y a une étude de Picard et de Lahire sur les dimensions de la France. Donc c'est l'une des raisons de la création de l'Académie royale des sciences. Le roi Louis XIV souhaitait connaître les dimensions de son royaume, normal. Je suis le roi, je veux savoir. Et donc il a envoyé ces illustres savants à travers les différents ports du royaume, afin de mesurer la longitude de manière précise, afin de déterminer les dimensions du territoire. Et nos 2 savants, Picard et de Lahire, arrivent à Brest. Ils sont accueillis au château royal. Ils ont fait leurs petites mesures et puis ils disent on va quand même faire quelques mesures. C'est vrai que la marée c'est intéressant. Et puis il y avait un jeune savant anglais là qui avait aussi parlé de sa pomme là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Newton. Et puis il disait on va faire des mesures et puis on va voir ce que ça donne. On pourra confirmer comme ça cette théorie. Au moins la mer, la marée c'est vraiment l'élément visible de toutes ces théories. Et donc là, c'est les plus anciennes observations systématiques au niveau de la mer qui ont été faites. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les Anglais, donc on peut leur faire confiance. Et pour la petite histoire aussi, Louis XIV, il a perdu 1/5 de son royaume parce que les projections de longitude du territoire, c'est ce que vous voyez en vert. Eh bien, le territoire français, voilà, peut-être un petit peu trop étendu que ce qu'il fallait. Mais en tout cas, voilà, ces plus anciennes observations, alors elles ne sont pas exploitables parce que ils ont juste fait des relevés au moment où était la pleine mer, mais sans indiquer la hauteur de la pleine mer. Donc nous, comme on s'intéresse à la hauteur de la pleine mer en fonction du temps, c'est un peu plus compliqué. Après, donc, on a des générations de savants qui se sont succédés avec Cassini II et Cassini IV, donc de l'Observatoire astronomique de Paris, et puis Lalande, qui, lui, carrément, je ne balance point, indiqué le port de Brest comme l'un des plus favorables aux observations des marées. Ce port doit probablement cet avantage à sa position avancée dans la mer. Ce qui va avoir un impact assez important, comme on le verra plus tard. La marine n'oublie pas les grands savants. Donc là, vous avez une gravure de Brest au milieu du XVIIIe siècle, avec des observations de marée qui étaient faites ici. Donc vous voyez que le port de Brest est bien différent d'aujourd'hui. Vous avez des scènes de vie cocasses avec des gens qui se baignent dans la Pinfeld, donc la petite rivière côtière. Il y a des scènes aussi où on a
des domestiques qui se font battre par leur maître. Scène de vie classique, mais aussi les premières observations systématiques du niveau de la mer, donc enregistrées entre 1711 et 1716, à la demande donc des astronomes. Le sieur Coubard, professeur d'hydrographie à Brest, lui va répondre à cette demande avec un certain zèle. Ils n'étaient pas payés, rémunérés. Et pendant 5 ans, il va aller tous les jours, matin et soir, à chaque moment, même à midi, à chaque moment de pleine mer, faire des mesures de hauteur d'eau sur l'échelle de marée. Et c'est ces observations de 1711 à 1716 qui vont permettre à Laplace, quasiment à la fin du 19e siècle, presque 100 ans plus tard, à définir cette théorie dynamique de la marée, qui a été vraiment la première révolution dans ce domaine-là. Preuve, s'il en était, que ces observations étaient rares et que ces observations étaient précises. D'autres observations donc, ont été réalisées pour les besoins des éclusiers, avec les relevés des pleines mers entre 1756 et 1792. Donc les registres retrouvés et puis les échelles de marée que l'on voit nettement sur les gravures d'époque. Et avec toute la documentation technique qui a été précieusement conservée, qui permet comme ça de savoir que le zéro des échelles était la base des radiers, que les radiers se trouvaient à telle profondeur en pieds en pouces. Donc vous voyez là aussi l'unité, on n'est plus sur des carrés de 10 cm, mais vraiment sur des graduations, tous les 3 pouces. Les pouces, c'est en douzaines. 18e siècle, milieu du 18e siècle, donc on retrouve notre savant, Chazalon, qui était présent au tout début. Lui, il est à l'initiative de la mise en place de marégraphes sur le littoral français, et puis il décide d'instrumenter le littoral français de plusieurs marégraphes, dont celui de Brest, parce qu'il a toujours en écho ce qu'avait dit Laplace quelques années avant. Mais on voit que le bâtiment marégraphique, il n'a jamais droit à la première place, c'est toujours en arrière-plan. Vous avez la machine à mater qui était là et le bâtiment qui était là, les cartes postales anciennes avec les scaphandriers et puis pareil l'observatoire qui est là. Une nouvelle fois l'observatoire ici. Bon, après au Chaume, on a les plans de construction, on a les marigrammes. Et puis, patatras, 1944, 1940, Brest est occupée. Ils enlèvent l'instrument historique et les Allemands mettent leurs équipements. Et puis la ville de Brest est détruite. L'observatoire, ça c'est des documents que j'ai trouvé assez récemment, est détruit. C'est la seule photo que je peux avoir de l'ancien bâtiment. Et puis on passe à une phase de reconstruction de l'observatoire tel qu'il existe aujourd'hui. Mais en résumé, par rapport à cette enquête policière, à partir des savants, des éléments que j'ai pu vous exprimer, eh bien, on part des documents bibliographie scientifique. Et puis à partir de là, on s'aperçoit que c'est Cassini, le directeur de l'Observatoire astronomique de Paris, se dire on va aller voir dans les archives, voir s'il n'y a pas des informations. Bingo, il y a plein d'informations que les astronomes, eux, ils s'en fichent de données de marée aujourd'hui, mais qui étaient conservées là, qui n'avaient pas du tout été exploitées. On retrouve également des correspondances avec les archives nationales, donc encore de la bibliographie, et puis d'autres éléments en allant se dire, on va peut-être aller voir l'Académie des sciences, là les pochettes de séances, et bingo, il y a plein de relevés qui n'ont jamais été publiés, donc qui étaient là et qui permettaient d'avoir des informations, et puis des éléments imprimés aussi à travers le bureau des longitudes. Je vois le temps qui passe et donc je me dépêche un petit peu, et puis les archives du Chaume. Ce qui nous permet comme ça d'avoir pour la série de Brest, alors je vous évite toutes les péripéties et aventures, comment le niveau de la mer a évolué en 300 ans, avec ces premières observations de 1711 à 1716 qui servent de référence zéro, et puis après la projection sur les 300 ans avec des zones où il n'y a pas d'observation, soit elles n'ont pas été retrouvées, soit il n'y avait pas d'observation du tout. Des moments où il y a eu des où l'observatoire a été détruit après la Seconde Guerre mondiale, mais la marine, ce que je vous disais, avait gardé en tête que Laplace avait dit que le port de Brest était l'un des plus favorables pour les mesures de hauteur d'eau, et la ville de Brest est détruite, et dès 1948, il a été décidé les crédits pour refaire rapidement un observatoire. En 1949, il était de retour.
Donc voilà, après ça sert à tout un tas d'organisations nationales ou internationales. Et puis j'en ai terminé ici en vous remerciant. Donc l'observatoire de Brest lors des grandes marées en 2015. C'était la marée du siècle, mais ça reviendra en 2033. Vous inquiétez pas si vous l'avez raté, celle de 2015. Merci. On va prendre. J'ai déjà une question ici, j'arrive après. Oui, pourquoi ne garder qu'une échelle de 10 cm, si j'ai bien retenu, et pas beaucoup plus petit, parce qu'il y a peut-être des micro-phénomènes à mesurer. Alors, quand on a des graduations, des carrés de 10 cm sur l'échelle de marée, là, mes étudiants, donc on y était au Conquet il y a 2 semaines, et ils m'ont posé la même question. Et en fait, quand on fait les observations, l'œil s'habitue et on arrive à avoir une précision du centimètre. On ne peut pas aller au millimètre, c'est à la lecture visuelle. Hein, parce qu'on a déjà des effets, si on est à marée haute ou marée basse, on peut avoir des perspectives différentes. Et puis l'autre chose, c'est qu'on fait des mesures, on essaie de scaler l'instrument numérique, c'était pour vérifier la bonne marge du capteur radar de l'instrument numérique. Et on se cale un petit peu à ces mesures. Et donc, à des moments précis, on a des tops, on fait des séquences sur 2 minutes de 9 mesures qui sont bien calibrées. Et il faut qu'au moment du top, on fasse vraiment la mesure. Et quand on a des vagues, eh bien, l'œil va intégrer. Il faut vraiment faire la mesure au tenté. Et ces carrés de 10 cm, en fait, on voit qu'ils remplissent parfaitement leur mission. Si on faisait des graduations supplémentaires, après, il y a des problèmes de développement algaire. Et à chaque fois, il faut nettoyer les échelles et on verrait moins ces traces. Et il y a une étude qui avait été faite, qui a été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences par Chazalon, le fameux, qui avait utilisé différents matériaux pour faire des échelles de marée. Échelle avec de la pierre de lave, échelle émaillée et échelle en porcelaine. Et comme ça, il avait pu regarder le développement algaire, puis surtout comment ça s'usait. Les différentes échelles entre elles, et puis les graduations. Et puis il en avait conclu que dans les graduations, qui étaient gravées dans la pierre, les coquilles se mettaient dedans, ça devenait rapidement illisible. Et qu'il fallait mieux, alors c'est pas lui qui a défini cette règle-là, c'est 50 ans plus tard que c'est arrivé, mais les ingénieurs qui l'ont suivi ont trouvé que c'était plus simple d'utilisation et de fonctionnement. Et effectivement, quand on utilise ces échelles de marée, on arrive à avoir une précision du centimètre quand la mer est calme, quoi. Même si aujourd'hui, ces échelles de marée, elles ne servent plus forcément d'instrument de mesure. Quand on contrôle un observatoire, on va plutôt mettre un autre capteur radar à côté. Les deux vont mesurer en simultané et ça permettra de comparer les mesures entre elles et de vérifier la bonne marge de l'observatoire de référence. Mais les échelles de marée, elles ont quand même un intérêt. C'est le seul élément qui permet une mesure directe du niveau de la mer. Pour les pêcheurs, par exemple, pour les plaisanciers, quand ils rentrent dans les ports, ils ont ces échelles-là. Ça leur permet de savoir rapidement à quelle hauteur d'eau on est, quoi. Merci d'abord. Comment tenez-vous compte des effets de la pression atmosphérique et des effets des vents quand ils sont importants? Et quelle est l'ampleur de la correction? Alors, ce document-là, donc les niveaux moyens annuels du niveau de la mer, nous, c'est vraiment l'observation. On ne va pas du tout corriger ou s'affranchir des effets, de tous les effets. On enlève la marée astronomique, parce que sinon on aurait une tendance, mais avec des fluctuations beaucoup plus importantes, ça serait difficile à lire. Donc on enlève les effets de la marée. Donc on enlève les prédictions de marée sur les observations et donc il nous reste les résidus en quelque sorte. Il nous reste donc les effets météo. Effectivement, vous avez raison, c'est le phénomène du baromètre inverse. Lorsqu'on a un anticyclone, la pression atmosphérique est supérieure à la normale, un hectopascal en plus, ça va enfoncer la surface de l'eau sera 1 cm plus basse que la normale et inversement avec une dépression. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir tous les signaux. Et c'est assez intéressant parce que quand vous regardez, alors que c'est ici, si vous prolongez ma main, on est dans la période 1915-1920 et on voit que le niveau de la mer, il monte très très fort à ce moment-là.
Et en fait, on a eu une période où il y a eu un bump, des effets météo avec des périodes de dépression relativement importantes sur plusieurs années. Donc c'est mesuré en France, mais aussi au Royaume-Uni. Et il y a eu une phase dépressionnaire assez importante. Et donc on a ce phénomène-là qui est observé. Et pareil, dans les années 2013-2014, on a eu énormément de tempêtes. Pour tous ceux qui sont bretons, on passé d'une tempête à l'autre. Enfin, c'était infernal. Et donc, qui dit tempête dit dépression, donc surface d'eau supérieure normale, et on retrouve ces observations là-dedans. Mais nous, on ne cherche pas, pour ces études sur comment évolue le niveau de la mer, on ne cherche pas à enlever tous ces phénomènes-là. Oui, merci également. Je ne sais pas si ça, oui, ça marche. Donc, moi, je dirais que je suis plus terrien que marin. Donc, je m'intéresse plus au relief terrestre. Et donc, ma question toute simple, c'est quid du point zéro qui se situe dans une anse près de Marseille, si je ne m'abuse, qui sert de référence à toutes les mesures d'altitude terrestre. Est-ce qu'on va être obligé de le changer avec l'élévation du niveau de la mer ou pas ? Alors là, c'est nos collègues de l'IGN qui pourront vous répondre à cette question-là. Donc effectivement, merci de cette question parce que ça me permet aussi de démontrer et de montrer que le niveau zéro des altitudes en France continentale que le niveau zéro a été calculé grâce à un marégraphe. Le marégraphe de Marseille, les mesures entre 1885 et 1897, sous l'impulsion de l'ingénieur Charles Lallemand. Et donc l'altitude zéro a été déterminée, a été fixée par rapport à ce niveau moyen des mers. En gros, ce n'était pas une simple tendance, c'était un calcul de moyenne. Mais à un moment donné, on a vu que tout se stabilisait. Et là, Charles Lallemand a dit, bon voilà, on va considérer que notre repère fondamental, la surface de l'eau à telle hauteur, que ça va nous servir de référence. Et à partir de là, on va propager sur l'ensemble de la France. Si un jour vous faites votre colloque, votre université sur le climat à Marseille, je vous invite très fortement à prendre contact avec l'association des Amis du Marégraphe de Marseille, la seule association qui met en valeur un marégraphe, donc celui de Marseille, et de faire une visite, c'est passionnant, et vous apprendrez tout de cet observatoire, sa création, donc pour la détermination des altitudes terrestres, et également sur l'observatoire scientifique moderne actuel. Il n'est pas question de le faire évoluer. Alors là, ça sera nos collègues de l'IGN qui pourront vous répondre à cette question-là. Moi, je peux vous répondre sur l'évolution éventuellement des zéros hydrographiques, mais après, là, c'est de leur ressort. Oui, il existe une autre façon de mesurer le niveau des mers, c'est par satellite. Alors, quelle est la corrélation de ces mesures satellitaires et de ce que vous faites à partir des échelles de marée ? Donc là, ça fait partie des applications que je n'ai pas fait apparaître. Effectivement, depuis le début des années 90, on a des satellites qui embarquent des altimètres radars et qui mesurent la surface de l'eau depuis l'espace. L'avantage de cette technologie-là, c'est qu'on a une couverture spatiale qui est sans commune mesure à ce que mesurent les marégraphes. L'inconvénient, c'est qu'il y a une mesure une fois tous les 10 jours à peu près. Quand on a besoin d'observer de manière continue sur un site, eh bien, on a besoin toujours de ces appareils in situ. Et c'est aussi, j'aurais pu dire que c'était la REFMAR, la vigie des observations in situ au niveau de la mer. En tant que référent, le secrétariat général de la mer nous avait demandé à ce que le périmètre ne concerne que les observations in situ au niveau de la mer, les mesures altimétriques du niveau de la mer étant une autre caractéristique. Donc, j'en ai pas parlé ici, mais en revanche, les observations marégraphiques sont utilisées pour vérifier que les mesures faites depuis l'espace sont correctes, parce que c'est vrai que quand on est là-haut, il y a tout un tas de corrections qui sont appliquées et qu'il faut vérifier la bonne marche et les bonnes mesures des instruments. Et d'ailleurs, il y a une convention REFMAR avec le partenaire GeoAzur qui a été signée cette semaine, avec le CNES partenaire. C'est un capteur qui se trouve au large de la Corse, à Seine-et-Tosa, et juste au-dessus d'une trace altimétrique, donc qui permet comme ça de vérifier et de comparer les mesures depuis l'espace avec les mesures in situ. Là, en l'occurrence, moi, ma présentation s'est cantonnée que sur les observations in situ,
je ne me suis pas intéressé aux observations satellites, même si on les utilise pour d'autres applications, quoi. Oui, j'aurais une autre question, c'est un peu plus technique, c'est à propos du calcul des marais. Donc je sais que c'est par un développement en série avec des tas de termes. Est-ce que quand vous constatez un écart sous l'effet d'un événement plus ou moins fortuit, c'est intégré dans les calculs futurs, ou est-ce que c'est considéré comme anormal et on n'en tient pas compte pour refaire les calculs de prévision de marée? Alors, les calculs de prédiction de marée, donc c'est une analyse harmonique ou sur d'autres sites un peu particuliers, on fait des transformés de Fourier. Enfin bon, tout ça, c'est des choses assez proches. Donc, on récupère 143 composantes harmoniques, mais pour les études, on peut en récupérer beaucoup plus. Ou comme à la série de Brest, on a beaucoup plus de données, on peut atteindre 200-300 composantes harmoniques. Donc en gros, à partir de ces composantes, on va calculer les prédictions de marée, mais actuellement, on est en train de mener plusieurs études parce qu'on se dit que d'utiliser, comme pour Brest, 180 ans de données pour faire des calculs de prédiction de marée, est-ce que c'est cohérent quand on veut avoir les prédictions de marée aujourd'hui? Et donc, on est en train de mener des réflexions vraiment, et on a commencé à faire quelques petites études, mais qu'il faudrait mener de manière un petit peu plus ambitieuse pour voir exactement à quoi on se limite en termes d'années d'observation pour calculer des prédictions de marée, pour que ça colle le plus avec la réalité. Calculer des prédictions de marée avec 180 ans de mesure, on va retrouver des signaux de marée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que la marée change au fil du temps? C'est des questions sur lesquelles on s'applique. Alors en Méditerranée, on s'en est un peu plus tranquille. Ça serait plus les effets après météo ou autres qui peuvent parfois jouer des petits troubles faits. Mais vraiment, ouais, c'est des questions qu'on se pose, et on a vraiment beaucoup évolué depuis quelques années parce que les prédictions de marée, on considère que c'était immuable, et maintenant on va les millésimer. Donc depuis une dizaine d'années, on va dire, voilà, c'est les constantes harmoniques, les prédictions de marée, elles ont été calculées à partir de tel jeu, telle donnée, telle durée. Mais on est en train de mener vraiment une réflexion, et qui peut être nourrie grâce à toutes les reconstructions de séries marégraphiques. C'est vrai que je ne vous les ai pas présentées. Je ne sais pas si j'ai le slide ici. Actuellement, on a plusieurs projets de reconstruction qui sont menés dans l'estuaire de la Gironde, avec 3 séries qui sont en cours de reconstruction, avec Le Havre et Cherbourg. Le Havre en plus avec toute la dynamique portuaire qui a évolué depuis 300 ans. Et les séries reconstruites, donc on a Brest, on a Saint-Nazaire, on a Saint-Malo et on a Saint-Jean-de-Luz. Donc avec ces nouvelles séries qui vont arriver, ça nous permettra aussi de faire des analyses et de pouvoir vraiment confirmer les effets des prédictions de marée, enfin les effets, enfin est-ce qu'il y a une évolution sur les ondes de marée, sur les prédictions de marée au fil du temps, quoi. J'ai été long, je suis un peu... mais bon. Oui, allô? Voilà, ça marche. Oui, moi, je voudrais revenir sur la courbe que vous avez présentée, la dernière planche sur la série longue. Si je comprends bien, ça part environ, je dirais, de la fin du XVIIe siècle, j'imagine. Oui, alors je suis conscient que c'est pas très l'échelle des abscisses est ordonnée. On démarre, là le premier paquet, on est sur 1711-1716. D'accord, donc tout début 18e. Début 18e, d'accord. Et donc jusqu'à maintenant. Donc j'imagine ce qu'on voit sur la fin, c'est l'évolution dont on parle de la montée de la mer actuelle, hein, j'imagine. Mais ma question, c'est sur la période qui doit être aux alentours du 19e siècle. On voit que le niveau est monté par rapport au début des mesures. Oui. Hein. C'est ce qu'on voit, enfin dire. Comment on interprète cette augmentation, puisqu'on ne va pas parler de ce paquet-là. Là. Voilà, le paquet là est un peu sur la droite encore. Oui. Bah, en fait, c'est toute la difficulté. Je pense qu'il y a un biais qui se fait par les yeux naturellement. On n'a pas les observations avant ou après. Ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette partie-là de 1715 à 1720. On n'aurait pas les données après, on se dirait tiens, il s'est passé quelque chose si on enlève la partie entre 1920 et puis l'interruption. On voit des choses, mais après on peut pas les expliquer. C'est juste voilà,
Moi, j'ai cherché un petit peu dans la littérature ce qu'il y avait pu y avoir comme grands événements ou pas. J'ai pas trouvé de relation. Après, est-ce que à un moment donné, ce qui a été dans les différents textes, les éléments qui expliquaient comment étaient quelles les échelles, ils se soient pas trompés? C'est les éléments, voilà, c'est l'état de l'art à ce jour. Peut-être que demain, il y a un nouveau document qui va surgir et qui permettra de corriger la référence zéro des données dans cette période-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, c'était sur des formes de radoux que ça s'est effectué. Là, on a plusieurs techniques là, il y a plusieurs techniques de mesure qui ont été faites sur la demande du bureau des longitudes. Donc besoin du bureau des longitudes qui, à la fin, donc sur les observations étaient faites payées par la caisse personnelle de la place. Donc tout ça, c'est bien mentionné, c'est bien indiqué. Et les observations après 1835 existent, mais elles n'ont pas été retrouvées. Et dans le document imprimé des observations entre 1807 et 1835, publié par le Bureau des longitudes, dans les PV du Bureau des longitudes, il explique « Nous, on sait très bien qu'on n'arrivera peut-être pas à les pérenniser, il faut qu'on les imprime et qu'on transmette tout au dépôt des cartes et plans de la marine. Et il faut que ce soit eux qui prennent la suite parce qu'il n'y a que eux qui pourront pérenniser, qui pourront pérenniser et qui pourront surtout conserver les données qui sont essentielles. » Et effectivement, les observations ont continué à être faites, mais je ne les ai pas retrouvées, quoi. À part des petites brides en 1836-1837, mais rien de plus, quoi. Après, c'est peut-être dans les archives, mais bon, ça prend du temps de chercher. J'ai encore deux petites questions. La première question, c'est vous nous parlez du niveau de la mer, etc. Mais il y a deux niveaux de la mer, puisqu'il y a le niveau de la mer en Méditerranée, et il y a le niveau de la mer au nord. Donc il y a une différence entre le niveau de la mer. Et la deuxième question, c'est, étant donné l'évolution du niveau de la mer avec le changement climatique, comment ça se passe pour les coefficients de marée? Alors, là, effectivement, je vous présente l'évolution du niveau de la mer à Brest. Donc en Atlantique, Brest n'est pas encore en Méditerranée, donc je ne me suis pas appuyé sur la série de Marseille pour vous montrer l'évolution du niveau de la mer. Effectivement, à Marseille, la tendance d'évolution du niveau de la mer est moins importante qu'à Brest, mais là ça s'explique par des histoires de salinité de Méditerranée qui est plus salée qu'en Atlantique et température de mer plus élevée. Donc d'où deux tendances différentes. Après, c'est vrai que les données ALTI, elles permettent vraiment de voir ça de manière globale entre les différents bassins. Et puis on voit qu'en Méditerranée, la réponse au changement climatique n'est pas la même que sur l'Atlantique. Et votre deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, les prédictions les coefficients de marée. Oui. Donc les constantes harmoniques, ça c'est une vraie question parce que comme le niveau de la mer monte, ça peut jouer. Après, il faudrait quand même que ça monte très très fort pour qu'il puisse y avoir une interaction. Ce qui peut plus jouer, quand non, parce que c'est contraire à la notion du coefficient de marée. Le coefficient de marée, en fait, c'est sur l'unité de hauteur du port. Et c'est vrai qu'on a pu entendre des études de certains organismes qui parlaient d'un coefficient 130 ou 140. Le coefficient de marée, voilà, le préambule, c'est une valeur sans unité qui varie de 20 à 120 et qui donne une approximation de la marée. D'ailleurs, ce que je regardais tout à l'heure sur marée.echelon.fr, j'ai un peu de pub, entre les coefficients de marée d'hier et d'aujourd'hui, avec un coefficient de marée moins important, je crois, ce matin, on a une hauteur d'eau plus haute que hier soir qui avait un coefficient de marée plus haut. Enfin, voilà, c'est vraiment une approximation. C'était fait du temps où il n'y avait pas de calculatrice ni rien. Faut savoir que le coefficient de marée, en plus, c'est vraiment un truc franco-français. Ça n'a été repris par aucun pays du monde. Et contrairement à l'annuaire des marées, c'est une invention française. Ça a été développé. La première édition est sortie en 1839 en France, toujours par Chazalon. Et tous les autres pays du monde ont copié l'initiative française du 140. Bon, tant mieux. Par contre, le coefficient de marée qui avait été imaginé par Laplace
Il n'a pas été introduit dans les premières éditions de l'annuaire des marées, il est arrivé qu'en 1860-1880. Et là, il n'y a aucun autre pays du monde qui s'est approprié cette grandeur sans unité. Et là, j'ai une petite anecdote. En 2015, on avait donc la marée du siècle, comme je vous l'ai indiqué, et on avait proposé une conférence de presse avec un collègue pour parler de ce phénomène-là, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une montée en puissance. Et nous, il n'y avait rien de particulier, quoi. Ils parlaient de marée du siècle. On leur a montré que c'était le cycle, le cycle de Saros tous les 19,61 ans, et qui fait qu'on a un retour de configuration astronomique de la Terre, du Soleil et de la Lune, et qu'en gros, à un moment donné, on a un alignement quasi parfait qui fait qu'on a les marées les plus importantes. Et donc, on a un petit peu exposé ça avec ce coefficient 119 ou 120. Et une journaliste de l'agence France Presse qui était présente, elle dit mais c'est super génial, moi je vais contacter tous mes bureaux locaux à travers le monde, en Argentine, enfin partout. Et en gros, les retours qu'elle a eu, elle était très déçue, elle me contacte, elle me dit mais je ne comprends pas, ils ne savent pas ce que c'est que le coefficient de marée. Je lui dis, oui, non, c'est vraiment quelque chose de franco-français et les autres pays ne savent pas, quoi. Donc c'est juste des périodes de grande marée d'équinoxe ou de très grande marée d'équinoxe. C'est comme ça qu'ils les expriment. Ok, bon, on va devoir arrêter l'échange. Le temps nous rattrape. C'est pas la marée, mais c'est le temps. Hein, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Très intéressant.